Bien, bonsoir à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour cette troisième séance de l'année du séminaire sur le concept d'institution. Donc on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Silvia Tedesco, qui vient du Brésil, de Rio, et qui va donc nous parler de la méthodologie cartographique et des processus d'institutionnalisation au Brésil aujourd'hui. Voilà. Donc Silvia est quelqu'un qu'on connaît bien au laboratoire EMA, qui travaille beaucoup avec Gilles Monceau et avec d'autres collègues, et donc la discutante de cette séance sera Dominique Sanson, qu'on connaît bien aussi. Sans plus attendre, on va commencer la séance. Alors la coutume, c'est que chacun dise un petit mot de présentation, que Silvia, tu te présentes, tu dises où tu enseignes, dans quels sont tes champs de recherche. Voilà. Et puis donc ensuite, tu commenceras ton exposé. Donc c'est à toi, merci encore. Merci, Renaud. Bonjour à tous. Oui, il faut mettre le micro, je pense. Bonjour à tous. Et d'abord, je voudrais remercier Bruno Robes pour l'invitation, pour venir, pour discuter ce thème-là, qui est très important pour moi. Si, ça marche. Comment? Faut que tu te rappelles. Parle bien près du micro. Bien près. Plus près. Ça marche comme ça? Oui, oui. Bon, donc, je remercie Bruno Robes et aussi je voudrais remercier Dominique Sanson pour sa disponibilité et attention d'accepter de discuter ce travail avec nous. Et je remercie aussi Gilles Monceau, qui fait partie de mon groupe de recherche, comme Bruno a dit. Nous travaillons ensemble il y a longtemps. Et c'est bien d'avoir des amis, mais aussi Claire, et mes amis aussi, Victor et Madame Merkelman, je voudrais même remercier à tous qui sont présents ou même en ligne. Bon, comme Bruno a dit, le titre de ma intervention est la méthodologie cartographique et les processus d'institutionnalisation au Brésil aujourd'hui. Je suis prof de l'Université fédérale Fluminense à l'État de Rio de Janeiro, au Brésil. Je appartiens au département de psychologie et je travaille sur le thème de la santé mentale publique. Et c'est à partir de ce travail de recherche que je fais que je vais parler aujourd'hui. Bon, j'ai travaillé déjà aussi sur la question de la philosophie de Deleuze, Guattari et même pensée de Michel Foucault qui ont inspiré beaucoup mon travail et mon conception des cliniques, soit clinique employée ou même la clinique dans le sens plus restreint. De toute façon, c'est cette perspective qui parle aussi, qui converse, qui fait des échanges avec l'analyse institutionnelle, avec les socio-analyses et avec des études de langage, quand on prend la question du langage comme une pratique politique. Je vais essayer de parler lentement à cause de mon accent et je vais essayer de lire pour être un peu plus précise. Et donc, je demande de poser des questions en cas de problème de compréhension de la langue, du vocabulaire. D'accord? Bon, donc cette intervention présente les activités de recherche développées par l'Observatoire national de santé mentale, droits humains de l'UF, Rio de Janeiro, Brésil.
L'Observatoire national s'organise sous la forme d'un ample réseau de recherche, composé de multiples antennes nationales et internationales, qui ont des fonctions de capter, réfléchir et faire réfléchir et diffuser les connaissances produites par les recherches théoriques et empiriques. Bon, c'est important de souligner que quand on parle de la diffusion, ça veut dire que la diffusion ne fonctionne pas s'il n'y a pas une dimension de réflexion. Il faut réfléchir, il faut penser, il faut interroger ce qu'on transmet. C'est le plus important, faire réfléchir, mettre en question la vérité déjà établie. Parce que si on part du principe que nous sommes en train de construire de nouvelles connaissances, ça veut dire qu'on ne connaît pas encore ce qu'on va découvrir. Donc c'est bien de réfléchir, ça fait partie de la méthodologie de la cartographie que j'utilise. Je vais essayer de parler soit de mon recherche, soit de la méthodologie cartographique et aussi de le principe éthique politique de la clinique qui gère aussi la perspective de la santé mentale publique, que c'est la perspective psychosociale. Bon, l'objectif principal de la recherche de ce réseau, c'est la construction de directives générales pour la réorientation des modèles de santé mentale publique. C'est ce modèle de santé mentale publique offert aux individus répondant de la justice pénale et atteints de troubles de la santé mentale. Donc de personnes qui portent des troubles mentaux et qui ont commis des délits. Il s'agit donc de logiques fortement punitives en vigueur du système judiciaire. Il s'agit de substituer la question de la réorientation est guidée pour l'idée de substituer les logiques fortement punitives en vigueur du système judiciaire par la perspective de l'attention à la santé mentale proposée par le SUS. C'est un système unique de santé qui existe au Brésil et géré par le ministère de la Santé. Et je voudrais dire que cette perspective de la santé mentale a été développée à partir du mouvement antimanicomial, anti-asilaire et de la réforme psychiatrique créée au Brésil. La réforme psychiatrique surgit comme une réponse du gouvernement fédéral au mouvement social, au mouvement militant, dont le début date de la fin des années 1970, connu comme mouvement antimanicomial, qui peut-être on peut traduire comme un mouvement anti-asilaire brésilien. Et ce mouvement est inspiré de la antipsychiatrie et de la proposition de l'italien Franco Basaglia. Aussi inspiré des œuvres et des pratiques politiques de Félix Guattari et des critiques de Michel Foucault sur les sciences sociales. Ces mouvements antimanicomial ou anti-asilaire se fondent sur la critique d'internement comme manière de traiter la folie. Depuis ces mouvements fondateurs, nous avons suivi l'élaboration de la loi fédérale 10.216, votée en 2001, qui formalise l'exigence de la fermeture des institutions totales
à caractère asilaire et propose les traitements au milieu ouvert. Les mouvements antimanicomial, les mouvements anti-asilaires restent actifs, étant donné que la réforme psychiatrique n'a pas été complètement mise en place et que le risque de revenir en arrière se fait toujours sentir, notamment dans la conjoncture politique actuelle du Brésil, marquée par un fort conservatisme. Il y a une différence entre la position du gouvernement qui a créé, qui a formalisé les lois, mais aussi le mouvement militant qui reste toujours vivant. Bon, la loi de la réforme qui propose la réorientation du modèle de suivi avec la santé mentale est normalement présentée comme instrument de défense des droits humains qui défend des traitements humanisés plus dignes. Mais il faut préciser qu'il s'agit de défendre des droits humains, mais spécifiquement les droits de recevoir un traitement efficace, scientifiquement reconnu pour ses effets thérapeutiques. Plusieurs recherches ont été réalisées depuis les années 70 jusqu'à nos jours, et ces recherches confirment l'efficacité du traitement psychosocial en milieu ouvert, tandis que l'internement empire les troubles mentaux produit de chronicité. Ce traitement est offert par un réseau de services de santé mentale et d'assistance sociale connu comme RAPS. Ce sont des équipes multidisciplinaires qui décident le traitement orienté par PTS. On dit le projet thérapeutique singulier. C'est plus important, c'est de respecter la singularité de chaque patient. J'ai ici un slide pour monter un peu le réseau. Parce qu'il y a le réseau de santé mentale et le réseau aussi des assistances sociales. Il y a plusieurs services pour construire des conditions pour que les patients judiciaires puissent rester en liberté, au milieu ouvert, dans son territoire existentiel, pour que le traitement fonctionne. Ici, c'est le réseau de plusieurs services, soit le service d'émergence, le service d'attention à la santé mentale, qui fonctionne dans une voiture. On parle d'ambulatório, ambulatório de rua, parce qu'il peut aborder les gens qui ont problème de résidence, qui sont dans une condition d'habiter les rues. Il y a plusieurs services, donc c'est un réseau. Et la question, c'est de substituer l'institution totale, l'hôpital psychiatrique, où les gens restent enfermés, isolés, emprisonnés, et utilisent ces mots pour montrer que c'est important de marquer, qu'au lieu d'offrir un traitement adéquat, il y a une perspective de maintenir le malade, le patient judiciaire en situation d'emprisonnement. C'est pour ça que j'utilise ces mots. Ce n'est pas un internement, c'est un emprisonnement. Donc pour moi, c'est un réseau et elle peut
ce réseau est toujours construit dans le territoire existentiel du patient. C'est l'attention à la santé mentale qui occupe le territoire. C'est local. Au contraire de l'hôpital psychiatrique, normalement c'est loin de la famille, loin des amis. Donc les patients restent complètement isolés et sans condition de construire ces relations avec le monde. Bon, mais et qu'est-ce que c'est le traitement psychosocial? Quelles sont les bases du traitement psychosocial? Et le CEVISA, et c'est important pour nous, dans notre discussion, parce que au Brésil, on appelle ce traitement psychosocial, on appelle un processus de désinstitutionnalisation. La question, c'est désinstitutionnaliser la folie. Et c'est ça qu'après, à la fin, je vais retourner et parler un peu plus dessus parce que donc je vais proposer une définition différente de ce que nous avons assisté ici dans d'autres sessions. Bon, comme je dis, les réseaux ils sont responsables pour créer des conditions nécessaires pour que la personne puisse habiter son territoire existentiel d'origine. Je vais expliquer un peu pourquoi je souligne que l'importance de la construction de rapports et relations psychosociales. Cette conception, elle est faite d'une conception de subjectivité collective qui est présentée pour Deleuze de Paris et pour d'autres théoriciens aussi. Et donc, on voit que la subjectivité se définit pour un exercice psychosocial. Le psychisme et le social sont comme des pôles d'un seul et même processus. C'est-à-dire, la subjectivité est collective. Elle a une dimension collective, grégaire, qui a besoin de s'exercer tous les jours. Et le trouble mental suit la direction inverse. Il est déterminé par des difficultés graves dans les connexions psychosociales, famille, travail, des amis, des passions pour la musique, les activités, les projets de vie, les activités en général. Il n'y a pas une nature individuelle qui va construire des rapports avec le monde. Nous sommes des effets, nous sommes produits de ces relations. Nous sommes comme l'ensemble des relations, des rapports, et on parle des rapports affectifs. Et on affecte et nous sommes affectés. Et c'est l'expérience à partir de laquelle on peut dire que nous sommes un moi. Le moi, c'est un effet de cette production collective. Donc, si on va traiter, il faut accesser cette dimension collective. Et pas la dimension que j'ai déjà, la conséquence, l'effet, que c'est l'individu. L'individu, ce n'est fait pas le plan plus important de la subjectivité. Bon, on peut entendre donc que les troubles mentaux, elle va empirer
si on va choisir le confinement comme forme de traitement. L'isolement rend difficile l'exercice de construction des liens sociaux. L'internement élimine l'horizon des relations psychosociales, des relations affectives. C'est-à-dire, l'internement alimente le trouble mental ou lieu de les traiter. L'institution psychiatrique totale sert à la production des individus incapables de vivre dans un autre mode d'organisation différent de l'hôpital psychiatrique. Donc, la fréquentation des réseaux de la santé mentale est une référence importante pour tous les patients et pour sa famille. Les réseaux fonctionnent comme service de référence. Bon, je vais résumer donc la perspective proposée par le SUS, donc la perspective psychosociale. Quelles sont les orientations générales? Comme je dis, il faut que les pratiques de santé soient réalisées au milieu ouvert et articulées en réseau, comme nous avons vu, et s'adresse au territoire existentiel et non en sujet isolé. Le territoire existentiel se constitue à travers des relations comme un réseau dynamique, toujours en transformation. Oui, nous avons une conception de la réalité, d'une réalité mouvante. La réalité est mouvante et toujours en transformation. Donc nous sommes en transformation aussi. Il faut respecter cette caractéristique. Les services de santé mentale habitent eux aussi ces territoires. Ils ne peuvent agir de manière efficace qu'en étant intégrés à ces réseaux vivants. Les prises en charge de la santé doivent accorder la priorité au renforcement du réseau de soutien, respecter les différences singulières, c'est-à-dire donner priorité à la réinsertion sociale des sujets. La réforme psychiatrique qui est en train d'être mise en œuvre au Brésil a progressé énormément dans ses actions. Et en effet, malgré les difficultés des différents ordres qui arrivent, aujourd'hui, les traitements en milieu ouvert prédominent dans la majorité des cas. Mais il faut reconnaître que ces progrès de la réforme psychiatrique ne touchent pas les patients judiciaires. Ils sont exclus, ils vivent dans l'hôpital psychiatrique avec caractère adulaire. C'est-à-dire la population des individus avec trouble mental au Brésil n'a pas été contemplée par les mouvements de cette réforme. Cette exclusion arrive parce que les actions de santé dans les systèmes prisonniers ne sont pas gérées et réalisées par les ministères de la Santé, responsables pour la loi 10216. Ce n'est pas le SUS qui gère la santé dans les systèmes prisonniers, mais c'est le propre système pénitentiaire qui est responsable pour la santé du prisonnier. Et le système pénitentiaire est dirigé par la logique de la sécurité et il n'y a aucun intérêt pour la santé des internes du système. Au contraire, le système est orienté vers le punitivisme,
les préjugés contre les pauvres, les racismes et d'autres préjugés. C'est préjugé le terme? Oui, je crois que c'est préjugé. Ça va, parce que j'étais Bon, un punitivisme extrême qui, malheureusement, est appuyé par une partie de la population. C'est la logique de l'incarcération des indésirables, fruit des démarches hygiénistes, racistes, et la demande exagérée de sécurité produite constantement par les médias, qui est encore dominant au Brésil. C'est important de souligner que c'est la présence de délit qui fait dépasser la question du traitement du trouble mental à la sphère, excusez-moi, je veux dire que c'est la présence de délit qui fait passer la question du traitement du trouble mental de la sphère de la santé mentale pour s'installer dans l'interface entre santé et justice. Pour moi, c'est très important de dire que, comme je dis avant, le ministère de la Santé ne gère pas la santé du système prévisionnel. Donc, c'est le réseau d'observatoires et moi-même, je travaille sur ce thème-là. Comment travailler, comment changer les choses, comment reconnaître cette question, comment détecter les problèmes qui arrivent dans cette relation santé mentale et justice. Parce que ce sont des logiques complètement différentes. Donc, ils n'arrivent pas à faire des changes. Il est important de souligner que l'interconnexion entre les domaines distincts de savoir, entre santé et justice, provoque tant d'un côté que de l'autre, des comportements extrêmement tendancieux et criminalisants, qui font obstacle aux véritables pratiques de santé mentale. Donc toute initiative qui apporte aux patients judiciaires des actions antimanicomiales ou anti-asilaires doit accorder une attention particulière à cette interface. Je viens de dire que les recherches se dirigent à justement produire connaissance à propos de cette interface. On travaille là. Et bon, je vais ouvrir une parenthèse pour justifier un peu plus, justifier la question de préjugés, la question du racisme qui gère cette difficulté et d'offrir un vrai traitement aux patients judiciaires. Bon, qu'est-ce que c'est la condition de ces patients judiciaires? Qu'est-ce que c'est la condition des individus non responsables juridiquement? Au Brasil, on utilise le mot non imputable, não imputáveis. Eles são inimputáveis. Bom, là-bas, on considère un patient judiciaire comme quelqu'un qui a commis un délit, mais qui n'avait pas, au moment du délit, des conditions pour reconnaître l'existence des lois. Et aussi, qui n'avait pas, au moment du délit, des conditions d'organiser son comportement en accord avec la loi. Bon, pendant une crise de trouble mental, la personne, elle ne peut pas être responsable juridiquement pour ses actes.
Mais ça veut dire qu'il n'est pas irresponsable, il peut être responsable, il peut répondre pour ses actes, mais pas pendant la crise. C'est ça. Ben ça, c'est important de dire parce que normalement les gens pensent qu'ils ne sont pas responsables pour rien. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de dangerosité qui est très liée au patient judiciaire. Et je vais parler de ça un peu plus tard. Bon, mais comme ils ne sont pas responsables, il n'a pas, c'est un paradoxe, ils ne peuvent pas être ils ne peuvent pas recevoir une pénalité. Punition, Une peine. Ils ne peuvent pas recevoir une peine. C'est pour ça qu'ils reçoivent un traitement. Je parle ici un peu de la logique de la justice. Bon, et la recommandation pour le non responsable juridiquement, c'est d'offrir au lieu de punition un traitement adéquat pour qu'il puisse, dans le futur, répondre pour ses actes. Et bon, c'est important d'observer que les recherches montrent que la majorité, 90%, sont pris ou sont responsabilisés pour des petits délits. Normalement, quels sont les délits qu'ils commettent? Quels sont les délits qu'ils commettent? La majorité commet des petits délits d'atteinte contre le patrimoine. Patrimoine, il faudrait que tu expliques. Il faudrait que tu expliques patrimoine. On donne un exemple parce que... Ce sont des délits comme le furt, parce que le patrimoine, c'est la propriété. Le vol. Le vol, comme le vol, oui. Le vol oui. Ou détention pour des trafics de petites quantités de drogue. Des gens qui présentent une historique d'utilisation abusive de substances psychoactives. Donc, les petites quantités de drogue, parce que c'est très fréquent au Brésil, je pense que dans tout le monde, de vendre des petites quantités de drogue pour survivre. Et souvent, ces gens ont déjà une histoire de traitement par la santé mentale publique. La majorité sont noirs, et des populations exposées à des conditions de vulnérabilité psychosociale. Bon, j'explique rapidement, parce qu'on dit vulnérabilité psychosociale. Ce n'est pas une vulnérabilité individuelle, ce n'est pas une notion qui va individualiser les problèmes. C'est la personne, elle habite la rue, c'est parce que nous avons réussi à donner des conditions à ces personnes-là de survivre, dans d'autres contextes. Et je ne sais pas si c'est clair. Bon, et cette population que je viens de décrire reste sans évaluation adéquate de son trouble mental, reste sans prise en charge appropriée et sans perspective de réinsertion psychosociale. Il reste sujet à de fortes complications qui touchent non seulement l'individu, mais également les membres de sa famille, ses proches et la société dans son ensemble. Bon, donc on peut dire que la recherche que le réseau développe, elle cherche en vérité une résolution d'un problème de violence d'État, car les traitements traditionnellement offerts en conditions d'internement de longue durée n'est plus considéré comme un traitement possible.
Parce qu'au lieu de traiter, il empire les troubles mentaux, il provoque chronicité. Bon, je vais parler un peu de ce que nous avons découvert comme obstacle, comme difficulté pour que le traitement adéquat soit offert. Dès le premier contact avec les champs de recherche, nous avons perçu des obstacles considérables. D'une part, la santé mentale, à cause de son inexpérience dans l'accueil des patients jusqu'alors, tend à ne pas reconnaître et à les traiter comme s'ils n'appartenaient pas à leur domaine d'activité. D'autre part, la réaction de la justice est encore plus nuisible, étant donné que du fait de l'existence du délit, elle privilégie la peine ou dépend du traitement. Elle a fait appel à une notion obscure et controversée, née avec la psychiatrie du XIXe siècle et qui demeure souveraine, alors qu'elle n'est plus soutenue par les recherches actuelles. Il s'agit de la notion de dangerosité, un trait distinctif et déqualifiant attribué à la culture de ces personnes. Comme une marque inhérente au sujet, elle installe l'hybridisme de peine-traitement, comme je viens de dire, et établit des barrières presque insurmontables à la fin du traitement, gardant des personnes enfermées pour le reste de leur vie. Normalement, dans l'hôpital psychiatrique, parce qu'au Brésil, on parle de manicômio judiciaire. C'est l'hôpital psychiatrique, mais qui est dans les prisons ou géré pour le système prisonnier. C'est un hôpital séparé de tout, c'est complètement séparé. Donc, à cause de cette notion, on voit que les personnes enfermées restent là pour toute sa vie. En effet, une fois que le projet n'est pas fondé sur des critères de santé, mais de sécurité exigés par les domaines de la justice, nous voyons le sujet avec trouble mental et auteur de délit enfermé pour une durée indéterminée dans des institutions totales, insalubres et n'offrant aucune possibilité de traitement. Reste là sans aucune condition d'offrir une vie normale. La cessation de dangerosité suit des indicateurs aussi nébuleux que sa constatation. Mais comme je parlais de la notion de dangerosité, soit les critères pour la diagnostiquer, soit pour trouver des indications pour la cessation de cet état de dangerosité. Dans les deux conditions, nous n'avons pas des critères clairs. Donc, c'est une question de choix de ce qui va décider. Et ce choix n'est pas fait pour des professionnels de la santé mentale, mais pour des juges. Pour des juges. Pour des juges. Tu veux dire qu'en fait, la notion de dangerosité, on fait comme si c'était scientifique, alors qu'on n'a aucun critère qui décide quand on devient dangereux et quand on cesse de l'être. Oui, parce que c'est une théorie dogmatique du XIXe siècle et cette proposition reste encore
suivant. Si la guerre entre santé mentale et justice ne se transforme pas, par des interventions agiles et efficaces, les individus avec trouble mental, en conflit avec la loi, continueront d'être criminalisés et mis sous tutelle dans un régime de prison perpétuelle, étant victimes d'un ensemble de pratiques auxiliaires inefficaces, pratiques auxiliaires, pratiques punitives et excessivement médicamenteuses. Mais tu vois, si tu mets 10 patients en crise, ou 5 patients en crise dans une même, chambre, infirmière, après 5 minutes, tu vas te rendre compte que c'est impossible de maintenir ces 10 patients-là sans médicamentation. Donc, les médicamentations, c'est toujours abusif. C'est la dangerosité qui justifie que les décisions concernant la pratique clinique choisie, internement ou traitement ambulatoire, ne soient prises par des professionnels de la santé mentale, mais exclusivement par ceux de la justice. Ce sont les juges qui décident du type de traitement, optant pour l'internement dans la presque totalité des cas, pouvant même prédéterminer sa durée. En plus de décider de la modalité et de la durée du traitement, on utilise aussi un seul critère de cessation de dangerosité pour autoriser l'interruption d'internement. C'est pour ça que les gens restent toute sa vie pris. Parce que cette notion de dangerosité, c'est une question de choix, c'est une question subjective et je dis politique. C'est bon. Mais, toutefois, des actions audacieuses liées à la perspective psychosociale mises en pratique ces dernières années proposent d'élargir les cadres de la réforme afin de transformer cette situation. Heureusement, il y a des pratiques qu'on peut trouver au Brésil qui suivent d'autres directions. Ce sont des initiatives qui nous intéressent rechercher, systématiser, mettre en valeur et transmettre. Au nombre des activités des observatoires sont orientées par cette recherche, pour cet ensemble de pratiques qu'on appelle como práticas exitosas, ou práticas adequadas. C'est des pratiques qui ont découvert d'autres façons de traiter le trouble mental de ces patients-là. Parce qu'ils ont réussi à travailler bien cette interface. Et donc, nous sommes très intéressés de connaître comment ils ont solutionné, quels sont les résultats qu'ils ont arrivés. Donc, les activités d'observatoire sont partage permanent de connaissances, de débats avec d'autres observatoires et institutions d'enseignement et de recherche.
au Brésil et à l'extérieur, visant la réorientation de la logique de prise en charge de la santé mentale. Suivi et mise en place des actions publiques déjà adaptées à la réorientation de la perspective. Construction des directives générales et non des méthodologies protocolaires, comme des protocoles qu'on doit obéir. Il faut créer des orientations, des directives générales qui peuvent être adaptées à chaque État, à chaque ville, respecter les singularités de diverses, de la diversité qu'on trouve au Brésil. Et ça c'est très important parce que si on propose des règles et des normes très restrictes, ça ne marche pas. Parce que il faut que les connaissances soient produites, et ça dit un peu de la méthodologie cartographique. Les connaissances doivent être construites, on dit, de bas à haut, pas le contraire. On ne peut pas imposer. C'est toujours une proposition qui va être toujours discutée et partagée avec tout le monde. Bon, donc maintenant, je voudrais parler un peu sur la question que j'ai posée avant. Je voudrais parler un peu sur le thème des institutionnalisations qu'on utilise au Brésil. Comme je viens de dire, ces procédés d'institutionnalisation se confondent, se superposent sur la question de réinsertion psychosociale. Donc, comme je viens de dire, nos actions visent à remplacer les traitements conservateurs réalisés dans l'hôpital psychiatrique à caractère asilaire pour un traitement au milieu ouvert offert pour un réseau de services de santé mentale. La fonction du réseau est stabiliser les patients, réduire l'intensité et fréquence des crises et même les éliminer. C'est-à-dire, le but est de construire des conditions afin que les patients puissent vivre en société, en communauté. Et pas fermés, isolés, dans des conditions qui vont empirer les troubles mentaux. Donc, quand on parle de désinstitutionnalisation, on ne parle pas de détruction des institutions. Nous ne faisons pas une critique à l'institution. C'est-à-dire, le but n'est pas lutter contre les institutions, les faire disparaître. La question est bien autre. Il s'agit de critiquer et éliminer une certaine modalité de fonctionnement institutionnel. La réforme vise à rejeter l'isolement comme traitement adéquat. Parce qu'au contraire de le traiter, l'empire le trouble mental. Et en plus, c'est important de révéler le caractère punitiviste de cette pratique. Dans ce sens, le but est de faire disparaître l'institution psychiatrique totale, fermée, rigide,
éliminer son fonctionnement axillaire, où les forces instituées dominent, sans aucun espace ou porosité nécessaire pour les forces instituantes. Cette réorientation éthico-clinique est connue comme perspective psychosociale. Les processus de désinstitutionnalisation de la folie. Avec la disparition excusez-moi, avec la je dois dire que soit la question de désinstitutionnalisation c'est substituer un type d'institution formale pour un autre. Ça, c'est bon. C'est la question que je voudrais dire, question que je devrais poser, que là-bas, on dit qu'on va changer l'institution. On va travailler pour que l'institution soit plus flexible. Il y a un réseau, il y a un changement, il y a un change toujours entre tous les professionnels de la santé. Il y a toujours un travail de réfléchir sur la pratique pour avancer toujours le processus. Reconnaître que c'est très important de reconnaître qu'il s'agit d'un processus, toujours en mouvement. Un mouvement qui avance et qui recule. Donc, il y a aussi une préoccupation avec la problématisation, la mise en question de toutes les situations. Donc, on change une situation rigide pour une autre, plus flexible, où les forces instituantes peuvent actuer. Et maintenant, je voudrais parler un peu de la méthodologie cartographie que nous utilisons. L'important, c'est suivre des actions suivantes. On va accompagner, on va travailler sur des initiatives, comme je dis avant, basées sur la perspective du SUS, mais qui réussit à faire des échanges avec le domaine de la justice. Donc, il faut faire accompagnement de la dimension processuelle de la réalité. Et comme je dis, la réalité est mouvante. Donc, c'est une méthodologie qui ne travaille pas avec les données déjà établies. Elle va accompagner le processus et non suivi des parcours de processus en marche. Et ça nous oblige à immerger, à habiter les territoires existentiels dont la question arrive. C'est important de ne pas viser des résultats. Je corrige. Ne pas seulement viser des résultats, des produits, mais surtout comprendre et intervenir sur les processus à partir de leurs impasses
et de leurs solutions. On cherche des lignes de force. Parce qu'il y a un plan de relations, comme je dis, comme la subjectivité, toutes les questions, tous les impasses, tous les problèmes sont résultats d'un jeu de force. De relations, d'affecter et d'être affecté. Et ce sont des changements qui sont importants de reconnaître et de travailler. Donc ces relations suivent des directions plus importantes. Il mélange ces deux pôles que je vais parler. Mais il y a deux principales modalités de force. Des forces dominantes et des forces de rupture. Des forces qui produisent des déviations. Ou même on peut parler de forces instituantes. On cherche comment est-ce qu'on peut déconstruire des forces dominantes, des forces instituées. Et en même temps, comment on peut donner des voix, on peut maximiser, on peut souligner, marquer les moments de rupture. Comment on peut donner voix, on peut dire ça en français? Donner à voix. Oui, parce que plusieurs fois, les forces qui produisent de rupture, elles existent en germe, encore en germe. Mais il faut accentuer, souligner et activer. Parce que ces germes deviennent en ligne, ils peuvent construire d'autres façons de vivre et d'autres perspectives. Bon, donc, dans cette immersion, on va analyser des relations professionnelles et des relations interinstitutionnelles du réseau. Développer des activités de mise en valeur, des actions innovatrices, des gens en marche qui montrent des réponses efficaces. Et on va développer des activités de mise en question, des activités encore asilaires manicomiales. C'est-à-dire ces recherches produisent des indicateurs servant de repère à la construction des politiques publiques du ministère de la Santé. Donc nous sommes responsables pour produire des indicateurs, des directives générales. Et il est important qu'on va écouter, on fait des groupes de parole avec des professionnels de la santé, avec les familiers, les familles. Et on fait des groupes de parole avec des acteurs de la justice, on peut dire comme ça, acteurs de la justice. Et on réunit aussi des représentants des mouvements militants, des mouvements antimanicomiels. Donc il faut écouter, il faut faire des échanges avec tous les acteurs impliqués dans cette problématique. Bon, je pense que le plus important de ma présentation, j'ai déjà dit, et donc je crois que peut-être de questions peuvent aider à mieux comprendre ce que je viens de présenter. Merci Sylvia. Dominique, peut-être que tu vas intervenir maintenant. Déjà, oui, tu vas applaudir. Merci.
l'effort aussi du travail qu'on fait, c'est pas facile. Nous, on ne saurait pas forcément le faire. Dans le cas contraire, moi, je n'arriverai pas au Brésil, parler comme ça. Donc, merci. Il y a déjà des questions, quelques questions, mais peut-être Dominique, ce serait bien que toi qui t'es approprié le texte de présentation la préparation qui a interagi avec Sylvia pendant un petit moment déjà, depuis plusieurs mois, tu puisses apporter donc l'éclairage du discutant sur ce que Sylvia vient de présenter. D'accord. Alors, vous m'entendez comme ça? Oui, je vais remercier Sylvia parce que ça a été, bravo, pas seulement en français, en fait tout un travail qu'on a fait Sylvia et moi et que j'aime beaucoup faire. C'est une question de traduction, mais c'est pas une question de traduction linguistique, ça va un peu plus loin. Donc Dominique Sanson, hein, je suis enseignant-chercheur contractuel ici. Et la communication que j'avais faite portait sur Guattari, sur un concept qui venait de Guattari, la transversalité, et comment ça avait été repris par un autre courant d'analyse institutionnelle, le courant vincénois. Et ce qui m'intéresse toujours beaucoup quand je rencontre des Brésiliens, c'est que là-bas, il y a une hybridation des courants, des différents approches institutionnelles. Sylvia a parlé très vite de Guattari, mais aussi de Deleuze. La méthode de la cartographie, je crois que ça emprunte aussi beaucoup à la socianalyse de Legault. Et effectivement, je trouve toujours ça intéressant de découvrir qu'est-ce que ça devient quand on croise ces différentes approches. Ensuite, il y a aussi la question du contexte brésilien qui n'est pas du tout le même. Et donc, on a eu beaucoup d'échanges sur des mots qui a priori étaient bien traduits, mais qui ne désignaient pas tout à fait exactement la même chose. On a beaucoup échangé justement sur cette approche psychosociale, qui pour moi en fait évoquait la psychosociologie et peut-être un peu livresque, alors que là je la voyais utilisée dans des gestes quotidiens, des actes quotidiens, pour une autre approche de santé, avec des notions que je comprenais très bien, mais que je trouve assez belles en fait, j'ai envie de dire, comme le territoire existentiel. Ça c'est... j'aimerais bien... En fait, je vais dire deux choses, hein, donc il ne faut pas que tu me répondes tout de suite Sylvia, mais cette dimension, cette chose très... donc les mots, on comprend les mots, mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre derrière, comme cette importance des collectifs, qui ont l'air à la fois d'être très importants côté recherche, mais aussi côté pratique. On a le sentiment que cette approche psychosociale, effectivement, il y a une très très grande prise en compte des collectifs de vie, des collectifs de recherche, des collectifs de professionnels. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait déjà frappé quand j'avais un peu écouté d'autres personnes brésiliens qui parlent d'une approche du soin, là où peut-être chez nous on est beaucoup plus dans quelque chose de l'ordre de l'individu. Donc je trouve que c'est déjà une des premières choses qu'offre ta communication, cet accent sur le collectif. Une deuxième chose que j'ai trouvé aussi très intéressante et qui a à voir avec le titre de l'année du séminaire, hein, quand on a mis en sous-titre les processus d'institutionnalisation, désinstitutionnalisation, réinstitutionnalisation. Je trouve qu'à ce titre-là, la communication de Sylvia est aussi assez riche. Peut-être parce que ton regard est à l'interférence de deux institutions, si j'ai bien compris, l'institution de la justice et l'institution de la santé, avec une tentative de les faire dialoguer ensemble, en fait.
et de faire entendre à l'institution de la justice l'existence de cette approche psychosociale, je trouve que tu montres bien comment en fait il y a un double processus. Effectivement, désinstitutionnaliser certaines pratiques et réinstitutionnaliser pour réinstitutionnaliser. J'ai l'impression que moi je les vivais assez chronologiquement. Il y a le temps de l'institutionnalisation, le temps de la désinstitutionnalisation, et j'ai l'impression que tu nous montres un double processus en même temps, qui interfère, qui s'interpénètre. On désinstitue et on réinstitue dans le même mouvement. Et ça, je trouve que c'est une approche très, très intéressante en fait. Donc ces deux questions, hein, l'importance du collectif, si tu pouvais un peu plus dire sur cette idée de territoire existentiel que tu as utilisé aussi bien en fait pour les personnes emprisonnées que pour les chercheurs, j'ai l'impression, à un moment donné. Voilà. Et puis ce double processus simultané de institutionnalisation, réinstitutionnalisation et désinstitutionnalisation. Désinstitutionnaliser pour réinstitutionnaliser autrement. Plus, voilà. Je ne sais pas si j'ai été un peu D'abord, je parle un peu de la perspective transdisciplinaire que tu as commenté, parce que c'est la perspective de la cartographie, de travailler avec différents domaines, différents de savoir. Quand on parle de territoire existentiel, on parle à partir d'une perspective cartographique. Je parle de méthodologie cartographique qui vient de la géographie et qui parle des contours, les divisions, dont on parle des lignes, mais pas des objets, mais pas des lignes. Et on va parler d'une cartographie vivante, parce que les lignes qui changent sont en train de changer tout le temps. Et il n'y a pas une seule direction dont l'avance recule, et disparaître, et apparaître. On travaille surtout sur l'événement, les changements, les moments de transformation. D'ailleurs, le but, c'est d'actionner ces mouvements, apercevoir les lignes, un mouvement, et activer des lignes qui peuvent produire ces changements. Et tous les changements, toutes les nouveautés n'arrivent sans qu'il y ait une déconstruction. La déconstruction fait partie de le changement. Mais la nouveauté, elle va substituer un autre. Quelquefois, elle va se substituer, quelquefois, elle va se mettre à côté. Ça dépend. Dans ces cas-là, c'est très difficile de maintenir ces deux logiques de punition et de traitement de la santé mentale, par exemple. Donc, nous avons à examiner cette question et nous avons décidé que c'est important de travailler cette procès de substitution. Mais c'est impossible que ça arrive d'une seule fois et tout va changer. C'est un processus. Donc, il y a ma déconstruction, il y a ma désinstitutionnalisation, mais aussi il y a la construction d'un autre type d'institution. Mais on cherche des institutions plus flexibles, mais plus changeables, qui peuvent bien réagir à des forces instituantes. Parce que la vie, elle est toujours en mouvement. Donc, il faut avoir cette possibilité de changer tout le temps et ne pas se sentir envahi
faible, plus faible. On ne peut pas se sentir faible à cause de démolition, de la déconstruction de notre pensée. On utilise une notion, un concept de Michel Foucault, que c'est l'attitude critique. Donc, il faut être capable de réfléchir sur cette propre pratique, ses propres idées tout le temps. Donc, ces mouvements hétérogènes des institutionnalisations et articulations, ces mouvements, il fait partie de notre pratique. Et c'est quelque chose qu'on exercice, on exercite comme une méthodologie. Et à partir de cette notion de cartographie, nous avons construit cette idée des territoires existentiels. Parce que le territoire, c'est une notion de la géographie, de la cartographie. Mais ce n'est pas une notion géographique. Nous avons construit un autre concept. C'est ça la transdisciplinarité. Nous sommes provoqués par une autre forme de pensée, mais quand on commence à penser sur cette notion, les changements vont arriver. Donc, on parle de territoire existentiel et pas un territoire géographique. Ce n'est pas le local où la personne habite, mais je parle des ensembles de rapports. Par exemple, un patient juridique, il stabilise sa crise quand il va au bar, ou il va à la brasserie, il rencontre des amis, il peut parler avec le monsieur le monsieur qui est là-bas. Donc, il faut être attentif pour ce type de choses. Quelquefois, ce n'est pas la famille le plus important, ce sont les voisins. Donc, il faut activer les relations, activer ces dimensions qui existent au territoire existentiel, pas nécessairement le territoire géographique. Mais quels sont les rapports qui peuvent affecter les patients de façon qui va augmenter sa puissance de vie. C'est ça qu'il faut chercher dans ces territoires existentiels. Donc, quels sont les intérêts de ces patients? La musique, l'écriture, les poésies, ça fait partie du projet thérapeutique singulier. Trouver toutes ces expériences, toutes ces relations qui provoquent, qui peut augmenter la puissance de vie. Bon, quand je parle de territoire existentiel, je parle déjà des rapports, des relations psychosociales. Je parle donc de cette dimension collective. C'est là que c'est comme si c'était la dimension plus importante pour nous. L'individu, c'est un effet de cette dimension collective. C'est un ensemble de croyances, c'est l'ensemble des relations qu'on reconnaît comme nous-mêmes. Il y a plusieurs relations qui nous produisent, mais que nous n'avons pas, nous ne savons pas. Il n'y a pas conscience. Et donc, il y a besoin d'une autre personne qui peut faire cette écoute et détecter quelles sont les passions du patient. Bon. On peut peut-être prendre les questions. Juste une réflexion avant de poser la question qui a été
qui a été proposée ici. Cette notion de territoire existentiel, je faisais le parallèle avec la notion de lieu en pédagogie institutionnelle. C'est pas seulement, on parle des lieux de parole, on parle d'espace dans une classe ou dans une école, c'est pas seulement un lieu physique, c'est un lieu mental, c'est un espace psychique en fait, on dirait, dans le champ de la clinique, on dirait que en fait, ce terme de lieu, territoire me fait penser à ça. C'est pas seulement un lieu matériel, c'est aussi un lieu au sens psychique, au sens symbolique. Et peut-être des collègues réagiront. Alors, la question, c'est Sinira Magali Fortuna qui donne le bonjour à tous les collègues, à Dominique et en particulier, Dani, je le dis. Donc, une collègue du Brésil qu'on connaît bien, avec qui on travaille aussi, qui nous pose donc une question un petit peu longue. Alors, elle te remercie, Sylvia, pour ton exposé. Elle est très contente de nous entendre tous et de t'entendre toi en particulier. Et elle dit aujourd'hui, aujourd'hui nous avons un très grand intérêt financier pour rétablir les espaces de confinement en santé mentale. Donc un grand intérêt financier pour rétablir les espaces de confinement en santé mentale, comme par exemple les cliniques évangéliques pour les personnes qui ont des addictions. Autre exemple, c'est l'augmentation des lits en hôpital psychiatrique. Pourrions-nous considérer ce réchauffement de la logique, alors elle a écrit du manicomio, je ne sais pas ce que c'est, moi, mais peut-être Sylvia, vous allez pouvoir nous expliquer. Pourrions-nous considérer ce réchauffement de la logique du manicomio comme un échec du mouvement de la réforme psychiatrique? Je pose la question. Comme une assimilation institutionnelle, quel sens peux-tu donner à ce phénomène? Quel sens donnes-tu à ce phénomène? Voilà la question. La deuxième, est-ce que ce mouvement, pourrions-nous considérer ce réchauffement de la logique du manicomio comme un échec de la réforme psychiatrique, ou alors comme une assimilation institutionnelle, ou alors, elle dit après, à ton avis, quelle est la réponse à cette question? Quel sens tu donnes à ce phénomène, l'intérêt financier à rétablir des espaces de confinement? Ah bon, Maniconio, c'est la logique asilaire. Parle dans le micro. La logique asilaire. Ah, c'est là. Maniconio, toi tu parlais tout le temps d'anti-maniconial, donc maniconio, enfin, je le dis très mal, hein, c'est la logique asilaire. D'accord. Okay. Donc c'est un mouvement anti-asilaire. Ok. La logique d'enfermement. Entendu. Oui, il y a un réchauffement à partir du moment que les privatisations commencent à arriver, et tout un changement qui ont commencé à partir à la fin de 2014, 2015, petit à petit, mais avec le changement de gouvernement, avec le gouvernement de Bolsonaro, qui c'était dictature qui a imposé beaucoup de changements, et c'est un gouvernement qui donne priorité aux entreprises privées. Ce n'est pas mon domaine, donc je ne sais pas si j'utilise le vocabulaire adéquat, si vous pouvez comprendre. Donc, comme je parlais avec Dominique, l'hôpital psychiatrique, c'est une source de l'argent, parce que comme il produit des patients éternels, à vie, donc le gouvernement paye à ces institutions. Donc c'est très lucratif, ça existe, c'est très lucratif.
C'est pour ça que parce que c'est un mouvement toujours là. Et c'est pour ça que je dis que, parce que je ne reconnais pas comme un échec, mais c'est un moment de processus. Et toujours mouvement, qui, comme je dis, j'avance et recule, avance et recule. Nous sommes là au moment qu'on attend, parce qu'on nous attend peu, parce que ce n'est pas le moment d'essayer de changer les choses, parce que c'est très dur. On va attendre un moment un peu plus tard où les forces dominantes soient plus faibles, quand on peut sentir que les forces incitoyennes, les forces innovatrices sont plus présentes. Donc on vit un moment très dur, très difficile, mais encore, je viens de savoir qu'il y aura un concours pour la santé mentale. Pour ça, c'est quelque chose qui fait respirer, qui laisse respirer un peu. Mais je peux dire qu'il y a un reculement très très fort. Et les communautés thérapeutiques, c'est un problème. C'est bizarre parce que la communauté thérapeutique, c'était un type de service, un type d'institution appuyée pour les mouvements antimanicomiaux italiens, etc. C'était une expérience de traiter la folie dans des espaces communautaires avec une pratique d'autogestion. Autogestionnaire, oui. Donc, mais ce qui arrive au Brésil aujourd'hui, qu'ils ont utilisé le même nom, mais cette institution, cette espèce de service, fonctionne comme un hôpital psychiatrique. Et ils sont gérés par de gens qui défendent certaines lignes religieuses. Et c'est un problème, oui, c'est un problème, mais je dis que c'est partie de ces moments-là qu'on doit attendre un peu. Nous faisons des efforts pour continuer à respirer, pour survivre. Survivre en attendant les élections de 2022. Les jours meilleurs. On va aller voir dans la salle les questions. Ce que dit Sylvia, je relève 2 points par rapport à la dernière séance de Benjamin Royer sur le rapport public-privé. Il a beaucoup abordé ces questions de la privatisation aussi des services psychiatriques et de la santé en général, et puis sur le langage. Le fait d'utiliser effectivement les mêmes termes pour recouvrir des pratiques différentes, ça c'est une des caractéristiques de la novlangue néo-managériale. On a juste un petit cas en ce moment, depuis déjà quelques années, avec notre ministre de l'Éducation en France, qui parle d'école ouverte, qui a écrit un livre sur l'école ouverte, qui n'a rien à voir avec l'idée de départ, qui était d'ouvrir l'école aux enfants des quartiers populaires pendant les vacances. Lui, il en a fait effectivement un slogan politique pour maintenir les écoles ouvertes pendant la crise sanitaire. Contre vents et marées. Alors, des questions dans la salle? Merci Sylvia. Alors, je vais avoir des propos un peu décousus parce que c'est une réflexion, un processus de réflexion en fait, que ton intervention m'amène. Je parle moins vite, mais là c'est l'introduction. Déjà, à propos des territoires existentiels, en t'écoutant, je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé du tout des mots implication et de transversalité? Et je me suis demandé si finalement le territoire existentiel, ce n'était pas le concept qui permettait de concilier ces 2 concepts-là.
d'application de transversalité. Après, sur l'institution psychiatrique, alors la question d'enfermement, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi, peut-être, la question de la protection? C'est-à-dire que moi j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique, pédopsychiatrique pour enfants, et je me souviens aussi à un moment où en fait, avec la désinstitutionnalisation, on a diminué les temps de présence des enfants dans l'hôpital et pour les renvoyer chez eux, mais en fait chez eux sans rien, c'est-à-dire qu'au lieu de passer 5 jours dans l'hôpital, ils passaient que 2 jours, et ça a conduit à une grande souffrance de tout le monde, c'est-à-dire de l'enfant, et puis aussi des parents, parce que ça avait un effet, cette présence plus grande de l'enfant chez eux et tout, ça avait un effet sur la vie sociale, sur la vie professionnelle des parents, sur les difficultés aussi à accompagner leur enfant au quotidien, un enfant qui ne va pas bien, parce qu'un enfant qui est à l'hôpital psychiatrique est un enfant qui ne va pas bien, qui souffre, et puis enfin sur la fratrie, etc. Et peut-être qu'il y aurait aussi une illusion idéologique de croire que la désinstitutionnalisation, enfin, c'est pas si facile que ça que de maintenir dans son lieu de vie quelqu'un. Enfin voilà, il y a ça. Et puis, et après, je vais donner la parole aux autres. Il y a aussi, il me semble quand même, quand tu parles des collectifs, moi, il me semble aussi l'importance de la parole et de la parole partagée. Et il me semble que dans la santé mentale, enfin, en France, Bruno, vous avez le lien avec l'intervention de Benjamin Royer, et je la vois aussi ici, c'est-à-dire que en France, il y a longtemps la psychothérapie institutionnelle qui a quand même fait beaucoup de choses, etc., et qui se trouve complètement écrasée par l'essor des pharmacies, des laboratoires pharmaceutiques, et de la thérapie médicamenteuse, c'est-à-dire que maintenant c'est le médicament qui est la solution à tout. Et j'ai des témoignages aussi d'étudiants qui travaillent même dans des institutions qui accueillent des personnes handicapées, où la seule solution qu'on apporte maintenant dès que quelqu'un ne va pas bien, c'est plus un temps de parole partagé, c'est plus justement ce que tu dis sur le travail du collectif, mais c'est un médicament qui va calmer la personne, c'est-à-dire que... quel médicament? Un médicament qui va calmer la personne. Et où finalement, le médicament, il sert plus à assurer le bien-être de l'institution que le bien-être du patient. Et finalement, il ne soigne rien, c'est-à-dire qu'on touche un symptôme, mais on ne soigne pas le reste. Enfin, voilà, c'est plein de... J'ai pas forcément de questions, mais c'est ce que m'évoque ton intervention. Je n'ai pas bien compris la dernière question sur la médication. C'est en fait, moi je fais le lien avec l'essor des laboratoires pharmaceutiques et qui valent des milliards, et où en fait, par exemple maintenant, dans le DSM-5, on a introduit le syndrome du deuil. Donc le deuil devient une maladie. Ah, oui. Et donc le deuil devenant une maladie, on peut développer des médicaments qui permettent de régler. Mais du coup, ça coupe la parole. Et ça coupe. Enfin voilà, ça coupe aussi du collectif. C'est très brouillon parce que c'est ce que m'évoque ton intervention. Donc c'est à brûle pour point, des réflexions à brûle pour point. Mais... Oui. Oui. Pour commencer, je voudrais dire que nous ne sommes pas contre la médication. Mais on prend la médication comme coadjuvant. Pour auxiliaire. Oui. Auxiliaire. Il est important pour créer des conditions de traitement. Donc je ne me suis pas contre. Mais la question c'est comment utiliser, la quantité, etc. Le médicament, comme tu viens de dire, ne touche pas le problème, mais il va calmer,
Et donc, il faut savoir bien la quantité pour seulement créer des conditions pour que la personne soit capable de suivre le traitement et rester avec sa famille, etc. Mais pas pour seulement calmer. Créer des conditions de vrai traitement. C'est différent. Donc, on ne peut pas couper la parole. On ne peut pas créer des difficultés pour que la personne puisse suivre ses intérêts pour construire son projet de vie. Ça, c'est très subtil. Et donc, nous travaillons avec une psychiatrie pas traditionnelle. Il faut chercher des psychiatres anti-azélaires pour ne pas offrir, mais c'est un problème, c'est un grand problème à ce moment-là, à cause de cet espace qui est ouvert à tous les médicaments. Et il y a un problème qu'on trouve, c'est que le patient, il demande les médicaments excessifs pour résoudre les problèmes d'une façon immédiate. Mais ça ne marche pas. Et il faut suivre le processus. Donc, je trouve très intéressante ta question. Et quand tu me demandes sur la question du collectif, et qui est liée un peu à la question du territoire existentiel, c'est important de souligner que quand on parle de collectif, on parle de rapport, de relations des affects, de sentiments. Non, mais des sentiments, c'est déjà un sentiment déjà catégorisé pour la société. Pour notre communauté verbale. Mais les affects, l'expérience, c'est que nous provoque quelque chose, c'est la provocation. Et donc, quand on parle de collectif, parce qu'on a besoin d'être affecté pour bouger, pour vivre. C'est ça la dimension collective qui nous intéresse. Et ça, on peut trouver partout. Comme je suis affectée par cet espace ici, pour parler français, 2 ans avant, ma relation avec les Français était complètement différente d'aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on... je me sens, parce que je parle, je fais des fautes, etc. Mais quand même, je suis ici pour parler, pour échanger. Parce que les relations me font d'une façon que je veux me communiquer. Mais je fais des fautes, je ne parle pas très bien la langue, mais est-ce que je suis capable de me communiquer, de faire des échanges? Et ces échanges arrivent dans des dimensions d'affection qui peuvent me produire l'augmentation de la puissance ou peut, au contraire, produire une réduction de la puissance. Et si je me sens bien de venir, je vais suivre cette aventure. Je donne comme exemple. Ça, c'est collectif. Ça fait bouger toutes les choses de la vie. Il t'y a parlé, oui, c'est une question que je trouve très importante, les difficultés de process de désinstitutionnalisation. Au Brésil, on fait une différence entre le processus de déshospitalisation et le processus de désinstitutionnalisation. Parce que dans les premières, c'est seulement laisser la personne sortir pour sa maison.
L'autre est tout un groupe de professionnels qui va accompagner ces processus d'insertion sociale. Ce processus d'insertion sociale n'est pas facile. Comme je dis, il faut découvrir que le plus important, la référence affective de la personne, c'est quelqu'un qui le trouve dans les bars, ou même dans les coins, et pas la mère, ou le père. Mais il faut trouver toutes les conditions. Et c'est quelque chose qui se développe dans la dimension micromoléculaire. Donc, c'est un processus, quelquefois, il prend 1 an, 2 ans pour réussir. Pour réussir à faire. Et j'ai un exemple très étonnant que j'ai accompagné avec l'équipe d'un patient judiciaire, qui a tué le fils de sa sœur, c'est le cousin. Neveu. Le neveu préféré. Et dans une crise, il est tué. Et l'équipe a travaillé pendant quelques ans. Et après, la sœur a reçu ses frères chez elle. Et ils ont commencé à construire un travail ensemble. Ils ont ouvert une petite entreprise et tout. Pour moi, c'est un exemple radical. Et voir que les choses peuvent arriver. C'est un processus qui peut avoir des succès. Des succès, mais il n'est pas assim, ah non, le succès il a terminé. Non, il faut accompagner. Parce que c'est pour ça qu'il y a un réseau et référence que je dis. S'il y a un petit problème, il faut chercher les professionnels de santé. Qu'il est là pour résoudre tous les petits problèmes qui peuvent arriver. Je parle de cet exemple parce que c'est les gens qui pensent que c'est impossible de changer les choses, mais il faut continuer. Nous avons déjà 20 ans qu'on utilise ces processus. Je ne dis pas que c'est un succès total, il y a des problèmes, mais quand il parle de ces difficultés, il y a un processus très important, très moléculaire, qui doit être réalisé. Ce n'est pas laisser la personne sortir. On ne peut pas, parce que si on fait ça, le patient va mourir, il va se suicider. Parce qu'il n'est pas capable de vivre au milieu ouvert s'il y a un processus d'accompagnement thérapeutique pour que ça puisse être capable. La question, c'est qu'internement va empirer les troubles mentaux, va empirer la souffrance. Il faut penser à ça. Parce que l'internement, elle va casser la vie. Donc, il faut trouver tous les moyens pour que la personne puisse vivre au milieu ouvert. Mais je suis complètement d'accord quand tu dis que c'est difficile. C'est très difficile, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais c'est ça la fonction de la réseau et des professionnels de la santé mentale. Ok, merci. Il y a les notions d'accompagnement et de processus, ces deux mots que tu utilises beaucoup, qui sont sans doute importants, on va noter aussi. Alors Gilles avait une question, réaction. Oui. Merci Sylvia. D'abord, je voudrais réattirer l'attention peut-être sur la situation de ces prisonniers psychiatriques, je dirais, qui restent coincés. Alors, où? Un peu ça la question. Où? Ils restent coincés en prison
où ils sont plus ou moins pris en charge ou dans l'hôpital psychiatrique, mais en fait ils sont coincés parce que, comme tu l'as dit, on ne peut pas établir leur responsabilité pénale pour des choses qu'ils ont réalisées pendant des crises, mais ils ne sont pas non plus libérés parce qu'ils vont être considérés comme présentant une dangerosité. Et ça, tu es passé dessus. Moi, c'est quelque chose que j'avais découvert quand j'étais venu à l'Observatoire à Niteroi, et je n'avais pas réalisé avant ces situations. Et j'ai entendu des témoignages de ces gens qui sont restés coincés des dizaines d'années dans cette entre-deux, sur ce territoire qui est nulle part en fait. Enfin, nulle part, c'est bien quelque part, mais voilà. Et la psychiatrie ne peut, la justice ne peut, et le psychiatre à qui tous les, je ne sais plus si c'était tous les 5 ans, enfin je ne sais plus, doit dire si oui ou non on peut laisser sortir. En fait, on ne laisse pas sortir, on reste en prison, mais la personne, elle ne peut pas non plus être acquittée. Elle ne peut pas non plus être jugée, ni coupable, ni non coupable. Enfin bref, c'est une sorte d'espace de non-droit, comme ça. Au retour en France, j'avais un petit peu interrogé autour de moi pour voir si on avait des situations comme ça. On n'avait pas retrouvé directement, mais pas dans cet important, pas des gens qui restent coincés 30 ans, par exemple, jusqu'à ce que mort s'en suive, par 5 ans, 5 ans, 5 ans. Mais en fait, je me suis dit que c'est surtout parce qu'en France, cette situation n'était pas vraiment pensée. Ces gens, ils sont baladés d'un endroit à un autre. Bon, c'est une parenthèse, mais cette situation de ces personnes-là auxquelles vous donniez beaucoup d'importance dans l'Observatoire, je crois que ça nous donne à penser plus largement ces situations que peut-être Claire appellerait liminales. On n'est ni là, ni ailleurs, et en même temps, voilà, d'entre deux, mais en même temps, c'est pas bon, bref. C'est des situations extrêmement complexes qui amènent à en penser d'autres. Et face auxquelles, finalement, il n'y a aucun professionnel et aucune institution qui peut résoudre, puisqu'on est dans quelque chose de complètement, je ne sais pas comment dire ça, tordu. Enfin, donc ça, c'est une première remarque. Mais surtout, je voulais te remercier pour la manière dont tu as restitué la complexité, pour moi, de ce qui fait l'intérêt du concept d'institutionnalisation. Parce que ce que tu dis de ce mouvement qui est à la fois de désinstitutionnalisation et de réinstitutionnalisation, pour moi, c'est complètement la pensée de Louraud. Alors lui, on parle aussi de travail du négatif, par exemple. C'est cette idée que l'institutionnalisation, c'est pas l'autoroute, c'est pas quelque chose à sens unique, dont on serait surpris qu'il y ait des allers-retours, des ratés, que alors qu'on est en train d'instituer quelque chose, à certains moments, il y a des retours en arrière, ou à un moment, on se rend compte qu'en voulant institutionnaliser une nouvelle pratique, on en renforce aussi d'anciennes, par exemple, où on est en train de reproduire des choses que l'on voulait dépasser. Bon, bref, tous ces mouvements-là, qu'on observe dès qu'on est un peu attentif sur les terrains, dans l'innovation pédagogique, psychiatrique et ailleurs, pour moi, c'est tout l'intérêt du concept d'institutionnalisation chez Louraud que de donner ça à penser, de sortir du binaire, de sortir du soit t'es instituant, soit t'es institué, soit t'es un réac, soit t'es un révolutionnaire. Ben non, quand Louraud écrit sur l'autodissolution des avant-gardes, par exemple, il y a beaucoup à penser de ce côté-là. Et moi, je trouve que cette manière d'aborder le concept d'institutionnalisation est extrêmement opératoire, efficace, justement, dans les pratiques thérapeutiques comme dans les pratiques éducatives. Par contre, c'est pas confortable, parce que ça rend compliqué pour les professionnels de se situer du côté du bien ou du mal, du côté du progrès ou de la réaction, etc. Il faut accepter finalement ces situations toujours complexes, toujours incertaines, même si, tu as dit, il y a quand même un mouvement
puisque dès lors qu'il y a de l'institutionnalisation, on pourrait dire qu'il y a du désir de transformation, que ce soit la réforme psychiatrique ou autre, mais ce désir, encore une fois, il n'est pas pur de toute contradiction. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut faire face aux obstacles. Oui, c'est quelque chose d'important qu'on pense. Je parle beaucoup de processus parce que c'est un processus, c'est un mouvement hétérogène qui avance et coule, mais en même temps, comme tu dis, il y a un moment que quand tu fais quelque chose en direction de la désinstitutionnalisation, tu renforces l'institué. Donc il faut analyser, il faut avoir une attitude critique tout le temps et reconnaître, et c'est important. Peut-être au Brésil, nous avons tellement de difficultés qu'on prend les obstacles comme défi. C'est la seule façon. Je dis à mes élèves ça. Non, il n'y a pas d'obstacles. Il n'y a pas de. Non, il y a des défis. Il faut transformer, il faut penser aux obstacles comme des défis. Parce que aujourd'hui il n'arrive pas, mais il peut arriver plus tard. Et donc, c'est. Je n'ai pas le mot. Comment on m'apporte? Paris. Hein? Paris. C'est toujours un pari. Toujours un pari. Que quelque chose d'autre va arriver. Comme je viens de dire à propos de la politique brésilienne, qui est très rigide, très on a l'impression que vous avez plus d'espoir que nous en France, où on est effectivement un petit peu, y compris dans le champ de la politique, comme dans notre domaine, du fonctionnement des institutions, des dysfonctionnements des institutions. Hier, on a vu une réunion syndicale avec qui et quelques autres collègues où on parlait des problèmes de l'université, de l'école, de nos institutions, et on n'a pas toujours le sentiment, comme tu le laisses entendre dans des paroles, qu'on est, nous, dans une dynamique de progrès, dans un mouvement. Comme tu un mouvement. Alors, est-ce que c'est lié à notre système français très centralisé, où l'institué est très dominant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça donne à réfléchir, parce que c'est vrai qu'objectivement, je ne sais rien d'ailleurs si on peut dire objectivement, si quand même la situation au Brésil n'est quand même pas la même que chez nous, objectivement, si. Par contre, je relevais quelque chose à propos de la remarque de Gilles sur les prisons en France, parce que je regardais un peu là sur Internet. En 2016, l'association Human Rights Watch a fait un rapport pour parler justement en France des troubles psychiatriques dans les prisons. Alors, je lisais rapidement les choses. Le rapporteur, l'ancien contrôleur général des prisons, des lieux de privation de liberté, qui s'appelle Jean-Marie Delarue, a évalué quelques 17 000 sur 67 000 détenus, donc 17 000 détenus en France souffriraient de troubles psychiques graves sur 67 000. Voilà. Auraient une pathologie mentale grave. Donc après, l'article évoque effectivement les différences de prise en charge dans les prisons en France de ces personnes qui ont des troubles psychiatriques. Mais on entend quand même parfois dire cette chose-là pour la France, c'est-à-dire que beaucoup de détenus sont en fait des gens qui sont des malades psychiatriques. Voilà. Alors voilà, il y a une question. Attendez, je donne le micro parce que comme c'est enregistré, c'est important pour entendre bien. Non, je voulais faire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et le débat autour de désinstitutionnalisation et réinstitutionnalisation et tout ce qu'on veut. J'avais une petite remarque, c'est quand je travaillais à la Borde avec Louis, on avait des débats sur quand on instituait par exemple une structure nouvelle, un atelier nouveau, et il ne fallait pas oublier qu'il y avait des personnes à l'intérieur. On oublie souvent qu'il y a des personnes dans ce système-là qu'on met en place. Et oui, il avait l'habitude de dire, et on était assez d'accord avec lui, sinon je n'aurais pas resté si longtemps, c'est qu'il y avait des moments où c'était
c'était tellement huilé, tellement bien organisé, tellement bien foutu, entre guillemets, que ça pourrait devenir des petits potentats avec du pouvoir, avec, et je pense notamment au bureau administratif à un moment donné qui était devenu un potentat énorme. Et donc il disait on va arrêter le truc, on va changer le fonctionnement. Donc il faut se rappeler qu'il y a des personnes là-dedans et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je suis assez d'accord pour dire qu'il faut être très très vigilant parce que c'est facile de dire ça. Les grands penseurs, des fois ils me fatiguent parce que c'est bien gentil, mais bon, dans le concret, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, quoi. Non, mais très bien. Pas de problème. Oui, à propos de ce que vous avez dit, je trouve très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans l'observatoire, parce que par la justice, il n'a pas une vie, il n'a pas une personne, il a un procès comme ça, il a de textes, il ne voit même la personne. Donc, pour être objectif, les juges regardent le patient pendant 15 minutes pour décider toute sa vie. Toute sa vie. Et parce que s'il reste plus que ça, il va être tendancieux. Donc, pour l'objectivité, il prend 15 minutes pour décider. Et il décide en lisant le processus. Dans la sentence. Et donc, un des pratiques que nous avons suivies, c'était une pratique d'une équipe multidisciplinaire qui a décidé d'essayer de faire des efforts pour travailler en donnant d'orientation. Donc, ils font un rapport psychosocial pour que les juges puissent lire ou lire seulement regarder le procès, les livres et les papiers, les documents et la personne pour 15 minutes. Et c'est encore pire parce que pour arriver au juge, il reste toute la journée dans une voiture qui circule par Rio, sans l'eau, sans toilette, sans nourriture. Et donc, quand elle arrive, c'est tout préparé pour que la sentence soit la plus dure. Donc, cette équipe a essayé de produire un rapport qui parle. Il y a une vie là, il y a une personne là, il y a quelqu'un qui a des familles, etc. Pour réussir à changer un peu cette mentalité. Mais parce que la justice, elle travaille, ou différent de nous qui travaillons avec l'idée du processus, ils travaillent coupable, innocent. Il faut être absolu. Si je doute, coupable. S'il y a un doute, c'était coupable. Je ne vais pas risquer de laisser cette personne sortir. Donc, je trouvais très important cette observation à propos. Il faut penser qu'il a une vie. Ce n'est pas un papier, ce n'est pas un document. En France, on dit le doute profite à l'accusé, mais on dit le contraire, mais ça ne veut pas dire que dans les faits, enfin, je ne sais rien, dans les faits, c'est peut-être différent aussi. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat, dans la salle, je ne vois pas. De main se lever. Dominique, tu veux peut-être dire un mot, quelque chose, une petite conclusion, ou quelques mots de... Ça va être difficile de conclure parce que c'était vraiment très très riche et très... toujours sur cette question, c'est un peu... Effectivement, dans ces institutions, il y a des personnes, mais dans ce que tu décris, Sylvia, on a l'impression qu'il y a une espèce, tu l'as dit d'ailleurs, de bataille entre deux institutions, la justice, le soin, ou la santé, tu dis santé toi, avec des procédures complètement, des logiques différentes, et que effectivement, ce qui produit aussi ces patients c'est ces deux logiques qui sont en train de se battre, et, parce qu'ils sont à l'interférence des deux logiques.
la dimension psychosociale, de prise en compte des collectifs, de la vie, etc., étant plus du côté de la santé, et la justice restant coincée par cette idée de dangerosité et très binaire en fait. Et je me demande, là tu nous montres ça au Brésil, mais je me demande s'il n'y a pas d'autres situations, nous aussi, où on est comme ça, il y a des jeux d'institutions avec des procédures très très contradictoires qui créent quand on a l'interférence, qui créent des gens qui sont coincés effectivement. Enfin, voilà, c'était une idée, une image qui me venait en t'écoutant. C'est pas vraiment une question, c'était plus une remarque. Et bon, nous avons déjà quelques promoteurs. Il a aussi, il a quand même les acteurs de la justice qui ont déjà changé la façon de penser. Il y a 5 initiatives que j'appelle exiteuses, qui suivent la direction, l'orientation du CIS. Il y a 5 initiatives qui sont gérées par des acteurs de la justice. Donc c'est très important pour nous parce que les professionnels de la justice écoutent un autre professionnel de la justice, mais n'écoutent pas les professionnels de la santé mentale. Donc c'est très important de travailler, et tu as connu le Haroldo Caetano, qui a une initiative très importante à Goiás, et là-bas il n'y a pas l'hôpital psychiatrique à cause de ça. Donc les choses marchent, c'est cool. Hein? Contamination logique en fait. Oui. Attends, j'apporte le micro. En vous écoutant, là, je dis quand même qu'il y aurait aussi un danger à opposer finalement par rapport à ce que disait Gilles sur éviter le manichéisme, le bien, le mal, etc. Il n'y aurait pas d'un côté la bonne santé et la mauvaise justice. Enfin, faut peut-être. Et du coup, la question que je me posais dans cet entre-deux, dans cette liminalité-là, parce que c'est un peu. Est-ce que finalement, ça n'ouvre pas certains possibles aussi? Est-ce que le fait d'être entre les deux, ça ne permet pas la création d'autre chose? Ah oui, c'est ça le but. C'est peut-être une conclusion pour le coup, mais c'est peut-être, ça traduit bien peut-être ce que Sylvia a essayé de nous dire aussi, que dans ces interstices, il pouvait se passer des choses inédites. Bon, merci Claire d'avoir fait la conclusion finalement. C'est toi qui l'as fait. Alors, juste pour les fois prochaines, alors la prochaine séance aura lieu le 23 mars. Normalement, j'attends des confirmations de Patrick Geffard. On avait mis un titre suffisamment, très large. A priori, ce serait donc une intervention de personnes qui travaillent dans l'appel des appels, comme le collectif Appel des appels de Roland Bory. Donc, j'attends des confirmations, à la fois sur un titre plus explicite et puis sur les intervenants. Mais ce serait Patrick Geffard, qui a été longtemps actif dans ce collectif, qui organise cette séance. Et puis, notez aussi la dernière séance, le 18 mai, on a changé la date. On a reculé la date d'une semaine. Elle aura lieu donc le 18 mai. Ce sera une séance de conclusion que nous allons préparer avec Dominique Sanson notamment, peut-être aussi avec les collègues du conseil d'orientation du séminaire, pour essayer effectivement de tirer quelques fils de ce séminaire qui en est à sa 3e année et pour lequel aussi on commence à travailler sur les publications qu'avec Dominique on va coordonner. Donc cette séance conclusive, on la préparera de façon effectivement soignée, puisqu'elle nous aidera aussi à donner de la cohérence au projet de publication qui va conclure, ou je dirais mettre en valeur tout ce travail de séminaire depuis 3 ans. Donc on vous souhaite une bonne soirée. Il y a eu jusqu'à 20-30 personnes en ligne. Donc on remercie toutes les personnes qui se sont connectées, qui nous ont écoutés. On vous dit donc au 23 mars. Bonne soirée.